Où en étions-nous? Je crois que j'aurais bloqué ici, moi, que représente le travail dans la vie d'être. C'est ça, oui. C'est terminé, ça. Oui. Hein? Donc, Oui, c'est ça. Oui, aujourd'hui, notre vie professionnelle plus détendue, je vais lâcher. Pourquoi? Oh, à cause de l'âge, tout simplement, je crois. C'est tout simple. Quand on a- L'âge, derrière ça, une certaine philosophie. Ah oui, là, sûrement. C'est-à-dire, oui, surtout, je ne désire plus être. Enfin, je ne désire plus, comment donc. Être énervé, enfin, travailler contre la montre, ça c'est évident. Sûrement pas. Je prends mon temps, je travaille quand ça me plaît, quand ça me chante, quand il fait beau. Je n'aime pas la campagne, mais enfin, tout de même, je le fais d'une façon beaucoup plus calme. Et puis, malgré tout, le travail est plus long aussi parce que, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, les difficultés techniques deviennent plus grandes. Quand on est tout jeune, on passe au-dessus des difficultés ou on rentre dedans, on se cogne, etc., on repart. Et quand on devient plus âgé, on voit mieux les difficultés. Donc dessiner, pour moi, devient de plus en plus difficile. C'est de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus de problèmes qui surgissent, que je n'avais pas vu auparavant. Ma vue de ce côté-là devient meilleure. Et vous nous faites ça un peu talonner, par exemple, à cause justement de ce perfectionnisme. Oui, etc., oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, sûrement, oui, oui, bien sûr. Ouais. Même des lecteurs qui m'écrivent parfois, il y en a même qui m'engueulent. Vous avez gagné assez d'argent maintenant, n'est-ce pas? Et maintenant, vous vous reposez. Mais, bien sûr, les éditeurs préféreraient que je produise un peu plus. Tout Mais ça, enfin, je sais pas, moi, ça dénote quand même une certaine c'est liberté une certaine intérieure liberté, je le fais parce que je désire le faire, je ne désire pas être poussé l'épée dans les reins, et surtout, en fait, quels que soient les intérêts, enfin, je ne sais pas, moi je ne peux pas travailler à un autre rythme que le mien. Voilà, c'est tout ça. Et il s'est ralenti, c'est évident. C'est comme ça, il faudra prendre son parti un jour, de toute façon, je ne le ferai plus. Ça me paraît évident. Hein. Ça me fait penser à une chose. Vous pourriez imaginer un jour quelqu'un reprenant le personnage Non, de Tintin? non, Vous l'admettriez non, pas? je ne l'admettrai pas. Je puis l'admettre des autres, mais avec malgré tout un sentiment un peu. Écoutez, ça peut être me mettre bien haut, et j'ai peut-être tort de faire ça, mais je ne sais pas, moi, n'importe quel. Je me réfère à un peintre, je ne sais pas lequel, enfin, disons Picasso. Est-ce qu'on voit Picasso remettre son œuvre entre. Je ne me mets pas au niveau de Picasso, croyez-le bien. En fait, c'est pour vous mieux faire comprendre les choses. Tintin, c'est moi. Enfin, j'ai eu des collaborateurs, c'est sûr, et ils ont fait des choses que je n'aurais moins bien faites qu'eux. Ils font des choses beaucoup mieux que je ne pourrais les faire. Mais dans l'ensemble, Tintin, c'est quand même moi, ça part de moi. Le donner à quelqu'un d'autre, c'est trahir à la fois Tintin et les lecteurs. Alors, au fond, vous avez dû souffrir un peu devant les dessins animés. Ah oui, ça sûrement. Enfin là, je me suis fait une philosophie, j'étais contre, j'ai fait l'essai, mais ça ne c'est pas moi, c'est pas mon Tintin, c'est pas moi, c'est. J'ai dû souffrir, évidemment, j'ai dû souffrir. Sûrement. Bon, vous avez autre chose sur ce sujet? Non, la question que vous avez posée est une bonne question, d'ailleurs. Hein. Attitude et réaction personnelle devant les critiques, les analyses et l'admiration. Je crois que la meilleure réponse que je pourrais vous donner, elle n'est pas de moi, mais elle est de Monterland. Je crois que c'est dans la lettre d'un père à son fils, dans. C'est quoi donc ça? C'est. Enfin, voilà, le titre général du livre m'échappe. Lettre d'un père à son fils, il dit notamment, je vais citer approximativement, n'est-ce pas, quant à la considération des gens, faites alterner des périodes de considération avec des périodes de déconsidération. Et lorsque vous aurez constaté que ça a à peu près le même goût, vous aurez fait un grand pas dans la sagesse. C'est pas tout à fait ça, mais c'est le sens général. C'est-à-dire que les analyses, les critiques, qu'elles soient, ça me fait plaisir. Vous savez, j'aurais mauvaise grâce à dire que ça me fait de la peine. Mais non, ça fait plaisir, bien sûr. Mais mon Dieu, voilà, ces critiques prennent ça sous leur bonnet. Ils disent du bien, ou ils disent du mal, ou ils étudient ça. Et mon Dieu, voilà, j'accepte ça le plus équanimement possible, que ce soit contre ou que ce soit pour. En général, c'est beaucoup plus pour que de contre. Il y a eu à un moment donné une espèce de contestation, comme ça. Mais enfin, en général,
la critique est plutôt positive que négative. Hein. Donc voilà à peu près, ça me fait plaisir, bien sûr, mais enfin, je ne vais pas pousser des cris déchirants pour ça, si on me fait mal, ou si on me fait pas mal, ou si on me fait bien, mais je ne vais pas pousser des cris non plus. Vous est jamais arrivé de changer quelque chose à cause d'une critique, à cause d'une remarque? Non, c'est-à-dire si par exemple on me dit vous avez fait une erreur, alors là je corrige, mais sinon là c'est comme ça. Quoi. Ou bien alors il faut que la remarque qui a été faite, je ne vois pas d'exemple d'ailleurs, que la remarque qui a été faite ait fini par, j'ai fini par me rendre compte de son bien fondé. Hein. Mais enfin je ne fais jamais ça pour faire plaisir à qui que ce soit, enfin jamais si c'est une erreur que j'ai commise, je la corrige. Si que je le fais tout de suite ou moins vite, mais enfin l'erreur est corrigée. Quel droit de regard sur l'utilisation commerciale, publicitaire, ces droits. Bon, il y a les éditions du Lombard qui avaient l'exclusivité de la publication des aventures de Tintin dans la presse hebdomadaire, n'est-ce pas? Une expression française, bien sûr. En même temps, il y a un secteur de ces éditions du Lombard qui s'appelle Création. Et j'ai un contrat avec ces créations Tintin, créations, qui s'occupent chaque fois qu'il y a un problème commercial dans ce genre, l'utilisation d'un Tintin pour telle ou telle firme, j'ai un contrat, on me pose la question, êtes-vous d'accord? Hein? Oui ou non. Si vous êtes d'accord, acceptez-vous de faire un dessin ou une marque ou faire quelque chose? Oui ou non. De toute façon, c'est toujours en accord avec moi que la chose se fait. Toujours. Quels sont les cas où vous n'êtes pas d'accord? Mais en général, je n'aime pas que les petits personnages fassent une publicité directe pour le produit. C'est-à-dire, mangez ceci et vous allez devenir gros et gras. Je n'aime pas cela. Qu'on prenne, c'est peut-être une hypocrisie, c'est de ma part. Enfin, qu'on prenne la marque Tintin pour tournesol ou n'importe quoi, pour quelque chose, pour un produit, pour un vêtement, enfin n'importe quoi, cela ne me gêne pas. Mais du moment que le personnage doit s'engager lui-même, c'est un peu comme si je m'engageais moi-même, et ça je n'aime pas tellement. On dit alors il faudrait cette temps de garantie, est-ce que cette huile-ci ou ce chocolat-là est vraiment tout ce qu'on dit qu'il est, ça. Donc voilà, il y a donc une... ces droits sont... C'est un peu... Ces droits... Je peux difficilement faire par exemple de la publicité pour de l'alcool, ni pour des cigarettes. Ça va de soi. À la limite, on va encore ad hoc faire la publicité pour l'alcool et encore. Donc vous voyez, c'est évidemment subjectif, rien d'étranger, tout ça reste très souple, mais enfin dans l'ensemble, c'est moi qui donne le feu vert. On me propose des choses et j'accepte, souvent, et je refuse parfois. Opinion sur l'adaptation cinématographique, on y a fait allusion, je crois que... tout est dit, je crois que ça ne vous intéresse pas d'une façon particulière. Je crois si vous le voulez, oui, on peut... C'est-à-dire, peut-être ce serait quand même intéressant d'en parler une seconde, parce que ça peut aussi éclairer des choses pour notre façon de mettre les choses en scène, de façon à faire des choses qui soient bien dans l'esprit, vous sentez-vous. Bien, il y a 3 versions différentes de Tintin. Il y a la version originale qui est dessinée, texte et dessin mêlés. Il y a la version cinématographique à comédien, le live, et il y a eu la version dessin animé. Bon, le dessin et le texte, moi j'en suis responsable. Lorsque je fais quelque chose, j'en prends la responsabilité. S'il y a des erreurs, c'est moi qui suis responsable. Et je le crée comme ça, je le pense comme ça. Pour moi, ça naît comme ça, c'est né comme ça, c'est comme ça. Mais il est certain que lorsque je dessine ces histoires, et que j'y pense à ces histoires, que je les raconte, à la fois en dessin et en texte, il est certain que moi je vois le petit personnage vivant. Par conséquent, pour moi personnellement, un film à comédien serait beaucoup plus proche de ma réalité. Pour le public, au contraire, il semble que le dessin animé, puisque en principe ce n'est que l'animation du dessin qui préexiste, pour le public en général, le dessin animé est mieux. Bon, ça c'est une première chose. Mais il y a que mes histoires sont toujours plutôt réalistes. Enfin, elles se passent dans un monde qui est le nôtre. Ce n'est pas un monde de rêve, n'est-ce pas? Ce n'est pas un monde différent du nôtre. C'est très réaliste. Le cadre dans lequel se déroulent ces aventures, en tout cas, est réaliste. Les arbres, les architectures, les vêtements, les personnages, ce sont bien des caricatures,
mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde du cinéma aussi. Le cinéma live, j'entends toujours. Le monde du dessin animé, par les possibilités du dessin animé même, c'est un monde, font que c'est un monde différent. C'est un monde où l'illogique, où la poésie, où le nonsense sont rois. Et la grande richesse du dessin animé, c'est précisément ces possibilités qu'elle a de jouer avec la réalité et de la déformer. Monsieur qui marche au bord du précipice, il est distrait et il continue. C'est seulement quand il s'aperçoit qu'il a été distrait qu'il tombe. Voilà un exemple simple de dessin animé. Bon, on peut en citer 1000 comme ça. Donc, lorsqu'on fait un dessin animé avec Tintin, il semble qu'on le détourne de son monde. Ou bien il faut se limiter au monde réel, et alors le cinéma est là pour ça. Pourquoi faire du dessin animé si ce n'est pas pour utiliser les richesses, les possibilités du dessin animé? Du fantastique, de la fantaisie, de la... Alors c'est dommage, on se coupe tout à côté. Donc je crois que, malgré tout, je crois que si on avait pu faire avec les films, personnages, si on avait pu consacrer plus d'argent, si ça avait été fait plus sérieusement, je crois qu'on aurait pu faire de bien meilleures choses. Enfin bon, ceci dit, on n'a pas fait des choses excellentes. Hein? D'accord, oui. Ok. Et là, bon, justement, sans vouloir entrer dans une sorte de polémique par rapport aux choses qui ont été faites, mais bon, quel a été successivement votre sentiment en les voyant sur un écran comme des choses au fond étrangères à vous, quoi, hein? Eh bien, les premiers films à comédiens, les deux premiers films, le tout premier que j'ai vu, j'ai été surpris quand j'ai vu les personnages Tintin, Milou et le capitaine Haddock se promener sur l'écran. Mais au bout de quelques secondes, j'ai marché. J'étais d'accord. J'avais oublié que c'était des personnages vivants. Parce que moi, je les voyais tout de suite comme ça. Au dessin animé, au contraire, au fur et à mesure que le film se déroulait, je me disais, c'est pas juste, ça n'est pas juste, celui-là n'est pas bien, cette tête n'est pas bien réussie, ce mouvement n'est pas juste, etc. Je critique que je ne pouvais pas adresser aussi en détail au film. Je pourrais dire, tiens, il joue pas bien, ou il joue bien, mais pas dire ce mouvement-là n'est pas juste, ce visage-là n'est pas juste. J'avais accepté ce visage, une fois pour toutes, c'était comme ça. Hein? Donc je crois qu'il y a un malentendu à la base de ces dessins animés, parce que je crois justement qu'on n'utilise absolument pas les richesses, les possibilités du dessin animé dans ce genre de dessin animé-là. Où ça doit rester réel alors que ça sert. Je dirais d'une certaine manière que j'éprouve la même chose devant, enfin pour prendre les choses ici produites en Belgique, devant Astérix et Lucky Luke finalement. Oui, il y a encore qu'ils soient plus proches du dessin animé, eux, parce que ce sont des personnages auxquels on ne croit pas tellement. Enfin, en même temps, je veux dire qu'il y a toute une... Je dirais, bon, ce qui caractérise le dessin animé, ce qui est extraordinaire, enfin dans le cinéma image par image, c'est le fait d'échapper aux lois de la pesanteur. Toutes les lois, notre univers, on change d'univers, on change de monde, et ça, c'est vraiment le dessin animé. Ici, c'est vraiment une variation sûre, mais à mon avis, qui est pauvre. C'est très appauvri. Très appauvri. Brise de direct, admirateur célèbre rencontré. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a de grands... de grands admirateurs qui... Enfin, oui, mais enfin, écoutez, vous savez, il y a parfois des lettres de petits admirateurs qui sont tellement touchantes. Il y a des choses qui sont... Il y en a tellement que... Qu'il soit célèbre ou pas célèbre ne m'a pas touché particulièrement. Je ne crois pas. S'il y a une seule chose, c'est parce qu'elle a été écrite, c'est l'histoire de Gaulle, n'est-ce pas? Mais ça a été écrit par Malraux, et ça, bon Dieu, mais ça ne veut même pas dire d'admiration, c'est une comparaison, juste ou pas juste. Enfin, pour lui, elle était juste puisqu'il l'a dite, mais enfin, c'est pas ça que j'appelle un admirateur éperdu, n'est-ce pas? Non. Enfin, bien sûr, il y en a, mais je n'en souviens pas. Moi, je peux soulever aussi la question, après sous un angle de relationnel. Parce que, par exemple, il y a une chose, moi, qui m'a toujours frappé, dans le cas justement de Gérard Vallée. Bon, il a une réception ou quoi, il tombe, je sais pas, sur un ministre. Ah, c'est vous qui me donnez l'heure
Et plein de respect. Il appelle son épouse, tu sais, Marie, c'est le monsieur qui donne l'heure. Et c'est lui qui se sent dans une sorte de rapport. Il m'en est arrivé une comme ça, exactement. C'est la même chose. Il y a 3-4 ans, c'était justement un ministre, et il y avait une exposition je ne sais pas, le 25e anniversaire de Tintin, je crois. Enfin bref, il y avait un ministre qui était là. Et avec Raymond Leblanc, directeur des éditions du Lombard, on fait le tour et tout ça. Et puis à un moment donné, et vous en sortez combien? Il dit des albums Astérix. Combien en sortez-vous? Je dis, ah non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça a commencé. Combien sortez-vous d'albums par an? Me dit-il. Écoutez, la question devrait peut-être être posée autrement. Combien faut-il d'années pour sortir un album? Mais enfin, voyons, déjà, on va sortir chaque année. Combien de par an vos Astérix? Monsieur Leblanc lui a gentiment expliqué que c'était un autre. Enfin ça oui, ça arrive souvent, ce genre de choses-là. Mais ça, on ne peut pas parler d'admiration. C'est un léger malentendu. Hein? Ça. Vie privée, territoire protégé. Pourquoi? Parce que c'est privé. Simple. Hein? Oui, enfin, d'accord. Mais je veux dire, au-delà de ça, bon, il peut y avoir de la pudeur, il peut y avoir de la peur. Non, ni pudeur, ni peur, ce sont les circonstances de ma vie particulière qui font que je ne désire pas. Voilà, d'ailleurs, c'est très simple, je suis séparé de ma femme, je vis séparé d'elle depuis très longtemps déjà, mais si je montrais ma vie actuelle, je crois que pour elle, ce ne serait pas une chose agréable. D'un autre côté, si je montrais ma vie à la campagne où je vais de temps en temps malgré tout, on pourrait croire que je revis de vous avec elle. Ce ne serait pas bon pour l'autre. Alors, stop, fini, rien. Voilà exactement la chose. Hein? Enfin, je crois même avant ça, non? Vous êtes toujours... je n'aime pas tellement... je crois que... Je préfère j'ai des amis, c'est pas ça. Je ne dis pas. C'est autre chose. Mais enfin, d'une fois que ça sort, que ça dépasse alors le plan privé, le plan amical, alors là, je suis en effet assez réfractaire à ce genre de choses. Enfin, il y a l'autre jour, voilà, je suis en dehors de ça, mais enfin, ça n'a pas d'importance, ça peut être lui. C'est Roger Simon qui me demandait, il sort des films sur un personnage ou l'autre, sur ses hobbies, sur sa façon de vivre. J'ai vu justement Christian Barbier il y a 2-3 jours. Il m'a téléphoné il y a quelques jours pour me parler de ça. Je n'ai pas dit non parce que laissez-moi réfléchir, puis de toute façon je suis un peu pris maintenant. Il va retéléphoner un peu plus tard, mais je dirai non. Je dirais non. Il y a l'incidence de votre film, évidemment, qui fait que ça ne... Mais de toute façon, j'aurais dit non, parce que ma vie privée, où, quand, pour les raisons que je viens de vous donner. Et puis, non, je n'aime pas d'être, je reviens à Monterland, arme secret, harem. Bien. Priorité à la sensibilité. Bon, je n'en sais rien. Vous savez. C'est très difficile d'analyser ça. On se met un choc, on se fait une émotion. C'est la sensibilité, certainement. L'intelligence contrôle. Oui, la sensibilité avant tout, je crois. Contrôlée tout de même et aiguisée peut-être par l'intelligence, par des lectures, par toutes sortes de choses. Oui, la sensibilité avant tout, je crois, pour les émotions en tout cas, pour la compréhension du monde et pour les contacts humains, pour les œuvres d'art et des choses comme ça, sûrement. Moi, c'est une chose, enfin bon, comme ça que moi je sens très fort chez vous. Enfin, je sens que, disons, plutôt comme quelqu'un qui a une attitude pragmatique, qui part pas comme ça de théorie, etc. Il y a chez vous une pulsion. Oui, ça, de toute façon, je me laisse aller. On verra bien, enfin, c'est ça, on va à la rencontre, on verra. Non, je n'ai aucune idée préconçue, ça sûrement pas sur rien. J'essaie d'être le plus disponible possible, ne pas être prisonnier de structures ou intellectuelles ou politiques ou tout ça. Enfin non, ouvert à tout. Sûrement. Je crois qu'en général d'ailleurs, un créateur, encore une fois, ne prenez pas ça comme quelqu'un qui se met sur un piédestal. Enfin, c'est de la création et je l'assimile à toutes sortes de choses. Un créateur doit être ouvert à tout, sinon quoi? Sinon ça devient systématique et perd le contact avec la vie.
cela dit, vous aimez le contact avec l'art. Je veux dire que, bon, apparemment, enfin moi je le sens, oui. Je vous sens oui. quelqu'un de très chaleureux et de très oui. ouvert, mais je veux dire, est-ce que le premier, enfin, est-ce que finalement, facilement, je dirais, vous ouvrez votre porte, je bien, suis il y a quand plutôt même réservé. Ouais. Je crois être plutôt réservé. Et les premiers contacts sont d'observation, avec des tendances mais avec frein sur les quatre roues, en disant attendons, voyons. Ce n'est pas conscient tout ça, oui, n'est-ce pas? Mais une fois ce premier cap franchi, alors en effet, je crois être plutôt chaleureux et être plutôt attiré par les êtres. Je crois que oui. En général, j'aime bien les gens, mais attention, je suis d'abord prudent pour ne pas se blesser, en fait. Je suppose que c'est pour ça. D'une certaine façon, on peut dire que vous aussi, ça m'apparaît comme ça, vous menez quand même une vie relativement protégée. C'est-à-dire ici, dans votre studio ici, c'est un peu comme une citadelle. Hein, oui. Je n'aime pas d'être envahi. Je n'aime pas d'être envahi, et ni pour ma vie privée d'ailleurs non plus. Je crois qu'on se disperse, il y a des lambeaux de vous qui restent accrochés chez tous les gens et chez tous les êtres qui viennent de gauche et de droite comme ça. Et je crois qu'il faut se protéger. Il faut se protéger tout en étant, ce n'est pas du tout des fortifications coupées du monde, au contraire, il y a de larges fenêtres et de larges portes qui s'ouvrent, mais enfin elles se referment aussi. Hein, et je crois qu'il vaut mieux, pour moi c'est mieux comme ça, ne pas me disperser. Au surplus, comme je n'aime pas le bavardage, je suis un homme plutôt silencieux, on ne le dirait pas. C'est la véritable provocation. Je n'aime pas ce qui est bavardage. Je crois, comme dit le proverbe anglais, que two is a company, three is a crowd. Et a fortiori, quand on dépasse 3, alors on n'y est plus nulle part, et alors on dit n'importe quoi, qu'il pleut, qu'il fait beau, mais on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Là. Je crois que, pour moi, j'aime bien d'avoir un dialogue avec quelqu'un, enfin parler de lui, parler de moi, parler de n'importe quoi, mais enfin, être deux, et une fois qu'on est plus de 2 ou 3, c'est terminé, n'est-ce pas? On déraille, on parle de toutes sortes de choses. C'est pour ça que devient très mondain. Ça devient mondain, et alors c'est sans aucun intérêt. Donc, d'où mon horreur des festivités et l'autre mondanité. Enfin, Vous avez toujours échappé ou bien plus? J'ai presque toujours échappé à ça. Et c'est un peu plus difficile maintenant. Ah bon, c'est le contraire. C'est plus difficile. C'est parce qu'il n'y a plus de sollicitation. C'est ça. Il n'y a plus de sollicitation. Je pensais, j'étais l'autre jour à Paris pour rencontrer un ami qui revenait des États-Unis et qui était là. Enfin, et, immédiatement, si c'était à Paris, s'il habitait à Paris, c'était une vie impossible. Impossible. Puis heureusement, Bruxelles, c'est plus calme. Mais Paris, immédiatement, vous êtes happé. Happé. C'est cela. Oui, tout Paris. Je m'en protège. À Paris, c'est beaucoup plus difficile. Enfin bon, ici, c'est plus simple. Ouverture aux idées et aux mouvements. À moins que vous ayez quelque chose d'autre. Non, ça va bien. Et bon, après, ça, oui. En arrière, d'ailleurs. Ouverture aux idées et aux mouvements nouveaux. Je crois être assez ouvert à... toujours la même raison, je crois que je suis très perméable au courant d'idées. Et donc les idées nouvelles, je sais pas moi, enfin, oui, les théories, et au point de vue scientifique, et même au point de vue simplement, je sais pas, je pense à le phénomène hippie, bien des choses comme ça, je crois être assez ouvert. Je ne suis pas du tout, je ne rejette pas ça d'un petit coup sec, je dis pourquoi est-ce comme ça, et je me sens en sympathie avec ces courants-là. Je crois que je m'ouvre assez fort à toutes ces choses-là. Aussi bien donc des courants d'idées, je pense le mouvement hippie, ou des sciences nouvelles que je ne connais pas bien, mais enfin je suis ouvert, je sais pas, au structuralisme, à la linguistique et des choses comme ça. J'ai écouté l'autre jour, les 4 émissions de Claude Lévi-Strauss. C'est passionnant, et on sent vraiment, toutes ces idées m'intéressent fortement.
pas un spécialiste, bien entendu. Enfin, je trouve ça passionnant. Oui. Cette sympathie, vous parliez par exemple de la sympathie pour le mouvement hippie, c'est quoi? C'est parce que, au fond, les gens, il y a le refus, il y a le refus de suivre des rails absolument tracés. Oui. Je trouve sympathique cette espèce de révolte contre cette société dans laquelle nous sommes, qui est une société technocratique, où, du haut en bas de l'échelle, on ne vous parle que d'économie sans arrêt, et où toutes les réformes et tout ce qu'on annonce est toujours sur le plan économique, où on pille notre planète. Enfin bon, vous voyez le topo, c'est pas nouveau. Et je crois que le mouvement hippie est un mouvement de refus de tout ça, de libération de l'homme qui est prisonnier de cette publicité pour laquelle on nous fait acheter des déodorants presque autant que de pain. Et c'est incroyable. Et donc là, il y a à côté, moi, par leur façon de s'habiller, par cette liberté, par ce refus total, même par la drogue, qui est encore une façon de refuser, ça me les rend sympathiques. Non. Ceci dit, le mouvement hippie est surtout né et vient des États-Unis, et nos hippies, parfois, ça, c'est le hippie de contrefaçon, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas parce que c'est... Là, aussi aux États-Unis, ce sont des petits bourgeois, d'ailleurs, c'est la bourgeoisie, c'est jamais les ouvriers, parce que les ouvriers veulent arriver à cette société qu'on leur montre, n'est-ce pas? C'est pas la classe ouvrière, c'est la classe bourgeoise et petite bourgeoise, ici aussi, mais les raisons ne sont pas les mêmes. Ici, c'est vraiment, je ne sais pas, enfin, c'est de la contrefaçon. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de vrai, mais dans l'ensemble, le mouvement authentique est né là-bas, pour des raisons simples, parce que c'est là-bas que ça devait naître. Bon. Ça me frappait d'ailleurs, parce que vous parliez maintenant de tuer la nature, etc. En refeuilletant les albums, en revoyant justement Tintin au Congo, au fond, c'est une chose qu'aujourd'hui, enfin là, je trouvais que ça permettait bien de mesurer l'évolution de notre comportement à tous, notre attitude vis-à-vis de la nature, etc. Parce que je suis persuadé que c'est une chose qui, d'une part, ne vous viendrait plus à l'esprit, l'hécatombe d'animaux, et qu'ensuite le personnage ne pourrait plus être sympathique aujourd'hui s'il se comportait comme ça. D'accord, tout à fait d'accord avec vous. Vraiment, ces animaux que j'ai tués, ou que j'ai fait tuer par Tintin, vous savez que j'en ai comme une espèce de remords. Je sais bien que ce n'est pas des vrais animaux, mais l'idée que j'ai pu donner de ce petit personnage qui tue des animaux comme ça, le cœur léger, pour son plaisir, comme maintenant il y a encore des gros bonshommes qui vont faire leur safari, vraiment ça me remplit de remords. Sûrement, je n'oserais plus faire ça. Enfin, je n'y penserais plus. Je serais, mais c'était dans le temps. Je sentais cela probablement aussi sans le savoir. Il n'y a jamais personne qui aurait dit quoi sauf quelques pauvres types de la société protectrice des animaux, des vieilles filles rabougries, etc. C'est possible. Voilà. Mais sinon, ça allait de soi. En Afrique, on allait tuer les animaux. Ils étaient faits pour ça, de toute éternité. En Marie, en fait, je trouve que les choses se sont d'ailleurs très accélérées. Moi-même, je suis surpris parce qu'au fond, finalement, tout le mouvement écologique, enfin, en tout cas la diffusion qu'il a pris, ça me paraît moi une chose tellement récente. Je suis étonné aujourd'hui, ça semble installé dans les mœurs. Non, c'est tout récent. C'est tout récent. Mais moi-même, il y a 10 ans, pendant ce côté... Ne pensez pas. On a l'attention, maintenant on est sensibilisé là-dessus. Il n'y a pas tellement longtemps, je revenais de Paris, en train en tout cas, je ne sais plus de Paris, et je voyais 2 ou 3 carrières ouvertes au flanc des collines. Et ça m'a fait l'effet vraiment d'une violation du sol. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Je n'y aurais évidemment jamais songé, il y a 5 ans même peut-être. Tout évolue très vite maintenant. Bon. Oui, ça, vous avez fait tellement voyager Tintin, et finalement, vous avez relativement... Mais je ne voyageais pas beaucoup parce que le fait de dessiner Tintin était une suggestion et je ne pouvais pas bouger. C'est très différent d'un écrivain qui, lui, peut s'en aller, il peut écrire sur n'importe quelle table d'hôtel, sur n'importe quel papier, je dirais, et puis voilà, il est parti. Mais ici, il y a tout un travail qui se fait, qui demande du matériel, qui demande de la documentation, qui demande des contacts avec des collaborateurs, et parfois il m'est arrivé de faire des voyages quand même, mais très peu, au cours desquels je rechargeais mes accumulateurs, c'est certain, ça n'a jamais été perdu. Mais pour le travail proprement dit, c'est pas possible.
Alors, c'est fait que, ralentissant ma production ces dernières années, j'ai pu voyager un peu plus. J'étais aux États-Unis, j'étais un peu partout, j'étais en Chine, je crois pouvoir dire. Enfin, en Chine, à Taïwan. Bon, voilà, j'ai voyagé un peu plus. Il est temps, hein, si je ne voyage pas maintenant, c'est pas dans 20 ans que je vais commencer. Comptez continuer. Cette année-ci, je vais essayer d'abord terminer mon histoire quand même, et puis après, je verrai, oui, sûrement, je vais un petit peu voir le monde. Quel côté vous aimeriez aller maintenant? Mais je ne sais pas, je voudrais bien retourner aux États-Unis, mais voir un petit peu plus en détail certaines choses. J'ai fait tout un tour là-bas, mais je n'ai pas vu assez. Il y a des paysages tellement splendides. Je ne voudrais pas voir la peau rouge. Bien. Influences professionnelles et artistiques. Oui, parce que là, bon, forcément, on lit des tas de choses, oui. on cite des tas de noms, oui. On avance des tas de références. Oui. Là, je voulais un peu vous en parler, parce que vraiment, ça représente pour vous, quand même. Oui. Tout ça, juste oui. Un petit instant, voulez-vous une tasse de thé? Volontiers. Oui. Oui, merci. Merci. Je ne sais pas quand j'étais jeune, mais enfin, de toute façon, Benjamin Rabier, certainement. Certainement. Je n'ai pas vu beaucoup de choses de Benjamin Rabier, mais j'en ai vu suffisamment pour aimer ce dessin. Et j'étais très frappé par ça, parce que c'était un dessin fermé. C'est un dessin bien net, un dessin bien défini. Même chose chez Géo McManus. Vous connaissez la famille Vico? Oui. Bon, vous voyez, c'est aussi un dessin fermé. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de hachure, c'est pas un dessin expressionniste qui part dans tous les coins. Un dessin bien défini, où chaque trait va où il doit aller, dans l'esprit de M. Géo McManus. Le dessin chinois, c'est également, ça c'est lorsque Chang est venu, j'ai justement retrouvé des lettres de lui hier soir. Chang m'a montré la façon dont le dessin chinois se faisait. Là, j'ai compris aussi, mais c'est très difficile à expliquer comme ça, il faut le voir. Je connais beaucoup de dessinateurs, je vois des dessinateurs qui dessinent, je ne sais pas, par exemple, un bras avec une chemise ici, et bon, ils vont faire ça, et puis ceci, et puis ça, et puis ils vont faire ça. Et... Le dessin chinois, c'est vraiment, voilà, la chemise, ceci vient au-dessus. Et le bras part du dessous. Et automatiquement, le volume est donné. Bon, ça sont des choses techniques dont il est difficile de parler, mais enfin, on pourra peut-être le montrer. On pourra peut-être le montrer, oui, ça. C'est hein. ça, justement. Le dessin chinois, donc là, l'indication du volume est très important, parce que mes personnages sont très plats, seraient très plats, mais je fais tourner le trait autour, pour donner l'impression vraiment qu'un pli est au-dessus de l'autre, ou qu'un cou sort bien du col, ou qu'un pied sort du pantalon, des choses comme ça. Donc donner du volume. Et ça, j'étais habitué à ça. Donc, avant, j'essayais aussi de le faire, mais les Chinois m'ont beaucoup aidé, les dessins chinois m'ont beaucoup aidé, d'autant plus qu'au début, mes tout premiers albums étaient en noir et blanc. Et donc, j'étais aidé pratiquement par rien. Hein. Le noir et le grisé parfois, mais c'était pratiquement rien. La couleur est venue après, m'a aidé aussi à changer d'ailleurs le type de dessin. Mon dessin a tout à fait changé depuis lors, parce qu'en noir et blanc, je devais donner tout. Donc il y avait des surfaces noires que je devais utiliser, tandis qu'ici, la couleur est là. Pourquoi utiliser du noir? Sauf certains cas plus rares. Enfin. Mais donc, je crois maintenant que c'est drôle aussi l'expérience, il a fallu toute une vie pour que je me rende compte que j'étais sensible au dessin bien fermé, au dessin défini, au dessin où l'émotion est bien refroidie, n'est-ce pas? Parce qu'à la base, de tout dessin, de toute peinture, de toute sculpture, il y a une émotion. Mais j'aime que cette émotion soit refroidie et qu'elle soit passée au crible de la raison, du raisonnement, de la réflexion. D'où il fait que je préfère Vermeer à Rubens, c'est tout simple, n'est-ce pas? C'est tout simple que je préfère, je ne sais pas, actuellement, Jette Verheyen à Mathieu. Je n'aime pas le cri, je n'aime pas l'entendre crier, même en peinture, hein, en dessin, je n'aime pas ces cris, qui sont souvent du vent.
tandis que chez, je ne sais pas encore, chez Ingres ou des choses comme ça, Ingres refroidit son dessin, c'est passionné en dessous, n'est-ce pas? On sent bien la passion qui le dévore, cet homme. Hein? Et depuis que je suis petit, je suis attiré, puis je suis jeune, en tout cas, je suis attiré par ce genre de peinture, de sculpture, qui ne pousse pas de cris, mais où il y a de la chaleur, où il y a de la chaleur humaine, n'est-ce pas, bien entendu. Même chose pour le dessin. Même chose pour le dessin. Il y a des dessins que je ne peux pas supporter parce qu'ils me mettent mal à l'aise. Ils n'ont pas d'ordre. Je suis un homme d'ordre même dans le dessin. Voyez-vous, je désire. D'ailleurs, ça change rien quand vous disiez ça. Oui, je désire de l'ordre. C'est qu'on sache lire ce que j'ai. Je dessine. J'aime bien une peinture qu'on sache lire également, que tout soit bien défini. On ne peut pas être plus défini que ça. Hein. Que ça non plus. C'est un homme passionné, bien entendu. Oui, Alain Saint-Augan, mon Dieu, oui. Alain Saint-Augan, en fait, peut-être une seconde, mais on continue, pas d'importance. Ça va? Il se passe quelque chose? Non. Ah, c'est les filles. Ah, merci Bob. C'est vous qui faites la jeune fille de la maison. Là. Merci. Moi, j'ai toujours droit à un plus faible. Hein. C'est bien, merci beaucoup. Oui, eh bien, Alain Saint-Augan également, quand on revoit ses dessins sont clairs, ses dessins, il les a refroidis, il n'a pas fait des tas de petits traits, des petites choses comme ça, il a fait les choses clairement, simplement, et j'aimais beaucoup sa façon de raconter les histoires clairement, employant un texte qui était clair aussi, et un dessin qui était clair. Je vous avais marqué les nez pour la famille Illico. On les montrera d'ailleurs. Et Benjamin Rabier, Animaux, oui, dans Tintin au pays des Soviets, à un moment donné, là, je ne l'ai pas regardé, mais je me souvenais de lui, et j'ai extrapolé la vache qui rit, si vous voulez. C'était comme ça. Les nez de la famille Illico, j'étais fasciné par ces petits nez ronds, etc. Je les ai utilisés sans vergogne dans Tintin au pays des Soviets. On pourra montrer ça. Ça ne me gêne pas, c'est ainsi, bien entendu. Pour Zygépus, je ne crois pas. Dessin chinois, je n'ai absolument aucune précision. René Vincent, oui, mais je n'ai malheureusement plus de ces dessins de ce René Vincent, mais c'était tout de même les Arts déco. Et mon personnage, tout au début de Tintin au pays des Soviets, c'était un S. Hein, un S. Et je trouvais ça le fin du fin. Ça c'était au moins du grand art. Je m'en approchais. Hein. Et finalement, je me suis dit, non, ça ne sert à rien, c'est ridicule, on est prisonnier, encore une fois, de ce système. C'est la seule fois où j'ai été victime d'un système, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 4 dessins, enfin, même pas 15 jours, je crois. Même pas 15 jours, même pas de livraison. Bon, c'est très bien. Alors, influence du cinéma, il est certain que tout le cinéma dans son ensemble, pas seulement Charlie Chaplin et Langdon, c'est visible, je crois, surtout. Non, c'est déjà visible à partir du début, je crois, à partir de Tintin en Amérique, en tout cas. Il y a des gros plans, il y a des choses là-dedans. C'était le langage cinématographique dans son ensemble qui me fascinait. Et puis ce côté document, ce côté véridique qu'il y avait dans le cinéma. Ce côté matter of fact, c'est ainsi, regardez, on vous le montre, donc c'est comme ça. Ce côté fiction, mais la fiction qui a l'air d'être vraie. Hein. Donc le cinéma, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a eu, j'en ai vu des tas de films, j'ai vu l'opéra de Katsu, de Pabst au début, tout ces choses-là, c'était le début du cinéma. Hein. Et ça m'a beaucoup marqué. Je crois que c'était vraiment un langage dont j'ai un peu étudié la grammaire et que j'ai pu utiliser, d'autres avec moi, hein, bien entendu. Hein. Mais pas que moi, mais enfin qui ont utilisé dans la bande dessinée. Ça se ressemble d'ailleurs. Hein. Vous étiez un spectateur assidu en étant gosse, en étant jeune homme? Pas très assidu, mais enfin j'allais quand même souvent. Je ne peux pas dire que j'étais un fanatique du cinéma, mais enfin j'y allais tout de même assez souvent voir les films intéressants, ou même pas, j'allais au cinéma. Mais tout de même, les films intéressants étaient... J'étais fasciné par Pabst à un moment donné. Hein. Qu'il y avait encore, donc, à l'époque 25, 26, j'ai vu pas mal de films. J'ai Eric von Stroheim. Quoi Potemkin, 23, oui. Il y a
d'autres films russes encore d'ailleurs, oui, et puis La rue sans joie, des choses comme ça, des choses qui me frappaient fortement. Et alors, en effet, Charlot, dont... Ça, c'est pour le côté humoristique. Parce que, comme cinéma, le langage de Charlot n'était pas spécialement un langage d'avant-garde, n'est-ce pas? C'était finalement un mime. N'est-ce pas? Au point de vue langage cinématographique, on ne peut pas en parler mime, et alors lui, Hilary Langdon, qui est un grand méconnu, je trouve, un grand méconnu, c'était très drôle aussi, très terriblement mélancolique, hein, c'était terrible. Moi j'ai vu Hilary Langdon, c'est Long Pants. Long Pants, Daddy Longlegs, c'est pas ça? Non, c'est Long Pants. Long Pants, ses premières culottes, est-ce qu'il ne roule pas à bicyclette là autour d'une voiture et il se met un plaquette de fer en l'air? Oui, je vois ça, je le revois ça. C'est une fille qui était dans sa voiture, une voiture très chic là. Elle est restée seule pour une panne, elle vit à son vélo, il vient faire le pharo autour d'elle, bien entendu, ça se termine très mal, toujours malheureux. C'était vraiment triste, encore plus triste que Charlot, je trouve. Plus triste que Charlot. Vous avez pris du sucre, non? Non, je n'en prends pas. Vous n'en prenez pas, c'est vrai. Si par exemple, justement dans le montage du film, pour montrer cette imprégnation du cinéma qu'on retrouve dans votre œuvre, si on avait à choisir, enfin peut-être vous ne pouvez pas répondre à ça maintenant, peut-être y réfléchir, si on avait à choisir dans des films anciens, des extraits ou un extrait, vous voyez, dont vous sentez qu'enfin le climat a pu être le climat ou le rythme ou le découpage a pu être important pour vous et qu'on puisse éventuellement rapprocher d'une bande. Ce serait une bonne transition, là, une bonne illustration de faire appel à un film ancien, un extrait de film ancien. Qu'à la fois vous avez aimé, mais qui au point de vue du style a pu vous apporter de façon directe quelque chose. Ça, il faudra que j'y réfléchisse, parce que à première vue, c'est tellement, toutes ces images sont tellement parties de moi-même, encore une fois. Oui, je vous savez, je suis très imprégné, mais presque à mon insu. Non, mais moi je comprends ça très bien, parce que disons que parler des films, c'est en partie mon métier, mais il y a des tas de films dont je garde des sensations, mais sur le plan de l'anecdote, je ne sais plus. Non, c'est ça. Surtout le souvenir d'un climat, comme ça, d'une ambiance, de courant affectif dans le film, je ne sais pas, mais au plan de l'anecdote, ça m'est difficile. C'est difficile l'anecdote, et puis alors, retenir même des plans qu'il faudrait pour ici, c'est presque ça. Telle séquence, montrant ceci ou ça, ce serait très bien. Bon, je vais quand même y réfléchir, ça va peut-être me revenir à ça. L'évolution ultérieure des goûts en matière de cinéma et de l'influence de ce dernier. Je ne sais pas. C'est une évolution. J'ai évolué, mais le cinéma a évolué aussi. Je crois que c'est des choses parallèles. Le langage cinématographique actuellement ne me paraît plus comporter de grandes inventions. J'ai l'impression que tout a été dit, du point de vue grammaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'écrira pas encore des choses très belles, même si on connaît la grammaire française et qu'on a le Larousse, on sait encore parler. Mais je crois que toutes les figures de style du cinéma, je crois, ont été déjà utilisées. Avec d'ailleurs ce que ça peut avoir de positif, c'est-à-dire que bon, désormais, faire une bonne image, bon, ça fait partie. Ça fait partie. C'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit de cette image? Exactement. Et je pense, dans mes albums, je pense à quelques dessins qui pourront déjà, en tout cas, donner une base de départ. Et je pense notamment à ceci qui est très cinématographique, que j'ai utilisé, je vais vous montrer, comme ça sera beaucoup plus simple pour l'expliquer, que j'ai utilisé dans le Lotus Bleu, je pense à ça maintenant, c'est la réponse à une question qui est donnée par un autre personnage que la question à laquelle elle est posée. Que la question... Attendez, je vais voir ça ici. Je crois que c'est ici. Non, c'est après. L'officier japonais
disparu. Le prisonnier beaucoup d'imbéciles quand on regarde quelqu'un dans l'espace. Le commandant, que va dire le commandant, hein? Voilà le commandant qui dit, tiens, bande d'imbéciles. Et que va dire le général? Vous êtes un imbécile, commandant. Voilà une chose qui est très cinématographique, je crois. En littérature, c'est pas possible. Alors, comment voulez-vous dire ça? C'est pas possible. Hein? Il n'y a qu'en cinéma que la chose est possible. Mais aussi dans les... Enfin, le dernier album, maintenant j'ai relu, bon, ce parcours-là, le chant pas dans un ordre systématique, dans les spires du pharaon aussi, je me disais, tiens, c'est l'ellipse apparaît. Hein, l'ellipse, oui. L'ellipse. Qui était très cinématographique et qui constituait pour moi une révélation, ça m'a frappé, je ne peux plus dire dans quel film. Il y en avait, hein, c'était... Je crois que Pabst a été un des grands pour moi. C'était quand même bien fichu, hein, l'opéra de Picasso, la tragédie de la mine. Je ne sais pas si vous avez vu la tragédie de la mine. Oui, j'ai vu des films à l'écran du cinéma. Ah, c'est ça, oui. Ce camion qui s'en va, je crois que... Ah, c'est pas... Non, c'est dans un autre film. Non, on le voit aussi, cette femme qui s'accroche au camion, je crois. Hein. Le camion qui va partir sauver les mineurs qui sont... Je crois que le camion, c'est... Il y a une femme qui s'accroche au camion parce que... Comment s'appelait ce comédien très fin, très fin. Vous voyez ce que je veux dire? Un visage un peu aigu, assez aigu. Donc, pour l'évolution elle-même, ça, je ne crois pas que